Mes chers amis, bonjour. Alors, je vous l'avais promis sur Facebook de vous parler de la violence en France et s'il y a un espoir, si on peut s'en sortir, et évidemment pour pas tout simplement faire un constat, mais aussi trouver des solutions. Et bon, je vous avais promis de le faire par texte, mais finalement, je préfère le faire par vidéo parce que le sujet est vaste et puis je me laisse aussi improviser. J'ai un petit plan, mais malgré tout, je vais être aussi dans l'improvisation. Donc allons-y directement. Alors je vais commencer par faire une petite historique, pardon, qui me semble être vraiment extrêmement utile et indispensable à la compréhension de la société française. Déjà, je dirais que au sortir de la Seconde Guerre mondiale, comme vous le savez, nous avons vécu une période de paix euh, qui était presque une nécessité, tout simplement car toute la France était complètement traumatisée. D'ailleurs, d'après beaucoup d'historiens et de sociologues, en fait, le traumatisme vient même de la Première Guerre mondiale et les tranchées, les gueules cassées, etc., qui fait que finalement, bah, on a perdu la seconde en 3 secondes. Tout simplement car on avait une génération de personnes, comme je vous l'ai dit, traumatisées, blessées, ou les parents, euh, enfin bref, donc il y a une sorte de logique. En fait, si je commence par là, c'est pour dire qu'il y a une sorte de logique de faire un rejet de la guerre et de la violence après l'avoir subi ou vécu de manière aussi tragique. Donc finalement, bon, bah, ce qui en découle, c'est les mouvements Peace and Love, mai 68, Woodstock aux États-Unis après la guerre du Vietnam, enfin bref. Donc vous connaissez tout ça. Également, je passerai sur le mode économique des Trente Glorieuses qui a fait qu'on avait vraiment une société prospère. Et du coup, bah, cette non-violence plus la prospérité nous a amené au confort. Et aujourd'hui, nous vivons dans une société post-Covid. Je fais vraiment le pont là, de 70 ans. Où en fait on remarque vraiment que les gens ont tellement peur de mourir qu'ils sont capables de tout pour protéger leur petit confort et leur sécurité. Et, et paradoxalement, ça nous amène donc à ces débats sur la violence, mais plutôt la violence dans les cités, dans les quartiers, dans les banlieues, dans les ghettos. Enfin bref, on va y venir. Donc je voulais commencer par ça, tout simplement car aussi j'avais entendu une citation, je ne me rappelle plus de l'auteur et j'en suis désolé, mais qui disait que une société ou un pays en paix, où il fait bon vivre, crée une génération de pleutres, alors qu'une société conflictuelle et en guerre ou en conflit crée des hommes, je dis hommes avec un grand H, qui ont un instinct de survie et qui sont courageux et qui sont combattants. Donc je n'encourage évidemment pas à la guerre et au conflit, mais tout ça pour dire que finalement on a perdu notre instinct de survie puisqu'on se repose très facilement sur nos lauriers. Donc je poursuis la petite histoire avec reconstruire la France, l'immigration de masse, les cités dortoirs, la ghettoisation et donc forcément la non-intégration des populations, également l'effondrement du monde colonial. Et enfin bref, et tout ça, on dit souvent que c'est le revers de la médaille. On a trop colonisé, je dis on, je m'inclus dans les Français, d'autres pays, et puis on se prend le boomerang. Mais c'est pas tout à fait juste parce que d'autres sociétés ont colonisé et n'ont pas forcément le même retour de bâton. Donc pour ma part, je sais que j'ai grandi aussi en France avec l'éducation nationale qui m'a appris la France terre d'accueil, la France, égalité des chances, puis comme une sorte c'est même pas une éducation, c'est une lobotomie. Alors que finalement, quand on voyage dans le monde, plus tard j'ai voyagé, plus tard j'ai déménagé d'ailleurs en Suisse, ben, en fait je me suis rendu compte que c'était complètement faux et que la France accueillait très très mal les étrangers et ne les intégrait pas du tout, justement parce qu'on les parque à part en fait. Et en fait, je sais qu'en Suisse, par exemple, bah, il y avait quelque chose de flagrant pour moi, c'était que moi qui ai grandi en France ou dans les cités, il y a que, je vais être cash, hein, je prends pas de pincettes pour les mots, des Arabes et des Renois.
Euh, en Suisse, il y avait de tout. Et donc, il y a plein de petites minorités. Et alors qu'en France, il y a très peu de grandes minorités. Et ce que j'ai observé, c'est qu'en Suisse, par exemple, les Arabes n'étaient pas du tout des racailles. Ils étaient complètement intégrés. Donc déjà, je casse l'argument qu'il y aurait des peuples plus violents que d'autres. C'est pas du tout vrai. Prenez l'exemple, on prend souvent l'exemple de oui, mais quand tu prends des Asiatiques et que tu les mets tous ensemble, ça ne devient pas des racailles. Bah, ça ne devient pas forcément des racailles aujourd'hui parce que c'est pas la même génération et ils n'ont pas été stigmatisés de la même manière non plus par la France, mais malgré tout, pour beaucoup de spécialistes, la guerre du Vietnam, ça a été la plus violente et les Vietnamiens, ils se sont battus jusqu'à la mort, euh, sans exagération d'ailleurs, pour gagner la guerre du Vietnam, donc à main nue avec des bâtons contre des armées américaines complètement euh, surarmées, quoi. Enfin bref, une petite parenthèse fermée. Donc en fait, le premier point donc, que vous voyez que j'aborde, c'est que le fait de la violence et ce qui amène la discrimination, c'est qu'on a associé donc le fait de mettre tous les étrangers au même endroit et de les ghettoiser. Évidemment, ça a créé la fuite des Français, la fermeture des magasins, et en fait très vite, euh, certains quartiers, certaines cités, certaines villes même, ont été pour moi complètement abandonnés par la France, par la République française. Et quand j'entends aux infos dire que certains quartiers se sont émancipés de la culture française et de la République française, je trouve que c'est mal tourné. En fait, c'est la France qui a abandonné ces lieux, ce qui étaient des lieux de vie à la base. Et en fait, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent, vous retournez dans une cité, il n'y a plus de magasins, il y a plus de vie, il n'y a plus de culture. Il y a quoi? Il y a une MJC, un club de foot vite fait, mais c'est terriblement pauvre culturellement. Éducationnellement, c'est vraiment abandonné, en fait, j'ose dire. Et je reviens sur ce phénomène de minorité majoritaire, car je l'ai réellement observé. Euh, Effectivement, comme j'ai pris l'exemple de la Suisse, ben, il y avait de toutes les communautés, et sans forcément de groupes pr- principaux. Mais je sais qu'à la fin des années 90, ils avaient accueilli beaucoup de Somaliens de la guerre en Somalie et beaucoup d'ex-Yougoslaves de la guerre en Yougoslavie donc. Et du coup, bah, ça faisait deux fortes communautés qui pouvaient être empreintes de violence. Et finalement, de mon observation, il y avait une violence qui était quand même totalement légitime, je pourrais dire, parce que c'est des gens qui ont connu la guerre, mais ils ne l'ont pas connue il y a 50 ans, je veux dire, ils l'ont connue hier. Donc, et ils arrivent là. Je sais que par exemple, pour une petite anecdote, j'avais un ami qui était somalien et un jour il allait en prison. Donc je vais le voir au parloir et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il foutait là, quoi, qu'est-ce qui lui arrivait. Et il m'a raconté donc, bah, j'étais en sortie, j'étais en soirée, puis un mec il m'a fait chier et je l'ai planté. Puis je lui ai dit mais tu l'as planté comment? Il me fait bah, je lui ai mis des coups de couteau dans le cou. Et moi en fait donc je lui dis mais t'es complètement taré quoi, je veux dire on ne fait pas ça. Déjà, on n'amène pas un couteau en soirée. De deux, on ne plante pas un gars, et quand bien même on pourrait le planter, on ne vise pas le coup. Ça pourrait le tuer. Et lui, il me dit, c'était le but de le tuer. Et là, j'ai vraiment compris qu'on n'était pas dans... Enfin, j'allais dire, on n'est pas sur la même planète. Mais si, on est sur la même planète. Mais ça veut dire que lui, il en parlait avec un tel détachement. Moi, je me suis dit, bon, il a mis des coups de couteau à quelqu'un, il prend 6 mois de prison. euh, parce que la personne est encore en vie, Dieu merci, et lui il s'en foutait complètement quoi. Et en fait j'ai compris que ces personnes qui ont grandi dans la guerre, qui à voir des morts partout, des membres de leur famille se faire tuer devant eux, survivre, parce qu'il me racontait aussi beaucoup de sa vie, c'était un ami assez proche. En fait, il y a une sorte de banalisation de la violence et il n'y a pas du tout la même échelle de valeur pour une vie, en fait.
que des peuples qui ont connu uniquement la paix. Donc si je reviens avec l'exemple aussi, je fais le pont avec la France. En fait, moi qui ai grandi, j'ai pas grandi en cité, je viens d'une famille aisée, mais j'ai toujours été un enfant, un gosse de la rue, comme je dis. Donc je traînais beaucoup avec des gens de cité. Et puis en fait, j'ai remarqué que on dit souvent les Arabes, bon d'ailleurs ils sont pas arabes, ils sont maghrébins. Euh, mais en fait, c'est pas les Arabes ni les Maghrébins. En fait, essentiellement, c'était beaucoup d'Algériens qui influençaient les Marocains et les Tunisiens. Et je ne stigmatise pas, c'est une réalité historique, hein. Donc, et l'Algérie avait donc ce passif, ce contentieux avec la France que n'ont pas les Marocains ni les Tunisiens. Oui, excusez-moi, s'il y a des bruits, c'est des petits chatons, ils sont pleins de vie et ils me montent sur les pieds. Euh, Donc, ce que je veux dire par là, et on revient dans le présent, c'est qu'aujourd'hui, donc, qu'est-ce que tu fais euh, quand tu as grandi dans une cité en France, abandonnée par l'État, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de loisirs, tu es jeune, tu as de l'énergie à dépenser, euh, tu vois que tu n'as pas le droit à l'égalité des chances par l'éducation, mais aussi quand tu rentres dans le monde du travail, beaucoup de gens sont stigmatisés par tu viens de telle cité, bah, on t'embauche pas. Ton nom de famille a une consonance étrangère, on t'embauche pas. Euh, je ne suis pas en train de les défendre, je suis en train d'essayer d'aller dans une compréhension de la violence. Et en fait, tu grandis sans perspective d'avenir. Et il est prouvé d'ailleurs sociologiquement que pour beaucoup, ces jeunes de cité sont des familles fragmentées, ou peut-être un des parents, ou peut-être même deux d'ailleurs, parlent mal le français, il n'y a pas de suivi scolaire. Pour également beaucoup, il y a beaucoup de familles détruites, une absence de père, et ça par contre c'est vraiment prouvé aussi sociologiquement que pour beaucoup les racailles ou les bad boys sont des gens qui n'ont pas eu de père, donc pas de remise en place d'une incarnation paternelle. Euh, et on voit ces jeunes grandir avec finalement quelle perspective d'avenir, devenir acteur, humoriste, jouer au foot ou faire du rap. Donc vous voyez, c'est tellement pauvre que finalement, moi je comprends très bien, d'ailleurs moi-même je suis passé par là, non pas parce que j'étais pauvre, mais parce que mes parents ne me donnaient pas beaucoup d'argent de poche, je dirais. Euh, Finalement, le fait de dealer, le fait de faire du trafic ou autre, aïe, excusez-moi, il y a un des chatons qui joue avec mes pieds. Euh, Bah, devient les seules opportunités. Parce qu'on vit aussi dans une société de consommation, voire même on pourrait dire de surconsommation, où on allume la télé, on voit des gens avec des grosses bagnoles, des bijoux, on admire des stars hollywoodiennes. Il y a comme une sorte d'outrance de luxe, et je pourrais même dire de luxure, euh, de sexualité, d'hypersexualisation des femmes, d'une société qui nous fait croire à nous les hommes que avoir, pour conquérir des femmes, il faut être dans la réussite sociale et économique. Euh, du moins, c'est ce que je vois moi quand je regarde la télé, hein. C'est bien pour ça que je la regarde plus, d'ailleurs. Donc, finalement, si je fais un petit résumé, il y a de l'histoire, il y a nos cités qui ont été mal gérées, alors que justement, si je compare avec la Suisse, en Suisse, dans un même immeuble, il peut y avoir des HLM et un docteur, un thérapeute, un acupuncteur. En fait, il y a une sorte de mixité sociale qui fait que pour moi, la Suisse, ou comme certains pays du Nord, on prend souvent l'exemple de la Norvège ou de la Suède, euh, ont évité cette erreur qu'a fait la France, c'est-à-dire de mettre tous les gens. Pour moi, c'est même pas une question d'origine, mais c'est plus une histoire d'origine sociale. Tu mets tous les pauvres au même endroit, ça crée forcément du ghetto et de la violence. Et quand je vous dis que c'est pas une question d'origine, je me rappelle aussi quand j'étais ado, j'avais un pote, c'était pas un ami, c'était juste un pote. Il était blanc, il était français, et la première fois que j'avais rencontré, il parlait vraiment comme un mec de cité, donc avec tous les mots d'argot arabe, etc. Et au point que je me demandais s'il n'était pas un arabe blanc. Parce qu'il y en a, hein, ça pourrait être des kabyles, ça pourrait être autre chose. Et,
Et je me rappelle qu'une fois, il est revenu, il n'était pas dans mon lycée, mais il venait dans mon lycée, et il s'était fait frapper. Et il nous raconte son week-end qu'il est allé en boîte, moi j'étais à Valence, il est allé en Ardèche avec son frère. Et à l'époque, en Ardèche, c'était connu pour avoir des racistes, vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'étrangers. Et il s'est fait taper, son frère et lui, par un groupe de Français racistes. Et quand il nous racontait l'histoire, avec son verbal, son phrasé, pour se défendre, il disait au gars, Wallah, je suis pas un arabe, sur la Mecque, je suis pas musulman. Et cette scène, vous voyez, m'a marqué à vie, parce qu'en fait, il ne savait pas parler autrement que comme ça. Donc c'est vraiment, je prends cet exemple pour vous dire que c'est pas du tout une question d'origine. C'est que vous mettez un Français qui grandit 20 ans au milieu d'Africains, bah, il va se comporter comme eux. C'est en somme toute logique. Donc c'est du mimétisme, en fait, tout simplement. Et nous sommes tous le fruit de mimétisme, qu'ils soient familiaux, éducationnels ou autres. Il suffit de regarder le corps parler de quelqu'un, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, et on peut savoir quasiment dans quel pays il a vécu, ou comment il se tient, quel est son regard, quelle est sa gestuelle. Tout est culturel. Donc voilà, tout ça pour un peu casser le code arabe, black, égal, tel comportement. Parce que comme aussi je le dis souvent, les gens de cité ou les racailles d'origine étrangère, parce qu'ils ne sont pas étrangers, ne se comporteraient jamais comme ça dans leur propre pays. Tout simplement parce que la pression sociale est bien plus importante. Déjà, les parents, il n'y a pas de débat sur la fessée ou pas la fessée. Hein. Les parents, ils te défoncent et point barre. Hein. Donc tout le monde est bien rangé. Et en fait, moi-même, pour venir aussi de la Réunion et de Madagascar, donc j'ai pas connu que la France, enfin, la Réunion c'est en France, mais bref, vous me comprenez. Et la Suisse, ben, je vois bien qu'à Madagascar, les enfants, ils sont pauvres, mais éduqués. Et ce que j'explique souvent, c'est que les enfants ne sont pas les enfants que de leurs parents. Ils sont les enfants du quartier. Ça veut dire que des gosses de 4 ans, on les laisse jouer avec les plus grands, on s'en fout en fait finalement. Il y a une sorte de liberté totale des enfants, enfin des enfants déscolarisés, on est bien d'accord, des enfants de la rue. Et en fait, tous les adultes du quartier veillent sur tous les enfants du quartier. Il n'y a pas, y a pas de kidnapping, il n'y a pas de viol, il n'y a pas toutes ces peurs qu'on a ici en Occident. Donc les enfants, je ne dirais pas qu'ils sont livrés à eux-mêmes, je dirais qu'ils vivent dans un monde d'innocence et de confiance. Et ils ont bien raison parce que tous les adultes veillent sur tous les enfants. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on a perdu en France. Et pour ceux qui sont plus âgés, je suppose que vous pourrez me dire en commentaire si vous n'avez pas connu ça en France, dans des villages, et que c'est finalement le phénomène de ville qui fait qu'on perd ces valeurs-là. Donc, donc, origine et religion ne sont pas violentes. Je sais que je suis allé plusieurs fois en Tunisie, au Maroc, j'ai pas encore eu la chance d'aller en Algérie, mais les gens, ils sont pas violents. Ils sont, désolé de faire une généralité, c'est un peu simpliste, mais les gens, ils sont doux, ils sont chaleureux, ils sont agréables, sauf dans les endroits touristiques, justement, où là, on va vouloir voler le touriste. Mais sinon, même si vous allez en pleine brousse ou dans le désert où j'ai été, ils ne risquent rien. Rien. Et, et eux-mêmes, ça va être délicat d'aborder ce point, mais je me rappelle d'un séminaire que j'avais fait au Maroc, et une femme, j'avais trouvé assez maladroite, mais elle avait dit, je me rappelle, elle était belge, et ça m'avait fait rire intérieurement, sa phrase, parce qu'elle disait aux Marocains, ah ben c'est drôle, les Marocains, vous êtes vraiment gentils, vous n'êtes pas du tout comme ceux qui sont chez nous en Belgique. Et moi j'étais là, waouh. Et les personnes à qui on s'est adressé ont eu cette réponse, qui pour le coup est stigmatisante, mais pas raciste, parce que c'est des Marocains qui parlent d'autres Marocains, et a répondu, oui, mais vous n'avez pas pris les bons. Puis nous on était là, comment ça? Il nous a expliqué, en plus c'est tout, en somme toute logique. Il nous a dit, c'est qui les Marocains qui sont allés en France?
c'est pas les riches. Les riches, ils n'avaient aucune raison d'aller en France. Euh, c'est pas les classes culturelles, c'est pas les classes économiques élevées, c'est pas la famille du roi. Qui est parti en France? Bah, les Marocains pauvres, sans culture, à qui on a dit bah, tu vas aller reconstruire la France, et ils sont partis. Mais en fait, du coup, c'est ça qu'il a dit, qu'il a voulu dire euh, de manière stigmatisante. On vous a pas envoyé les bons, c'est pour dire qu'en fait, cette logique qu'il a eue, qu'ils ont eue, était de nous exprimer que c'est pas l'immigration qui est partie en France, et en fait c'est finalement très logique, hein. Moi je vois pour Madagascar c'est pareil. Qui veut qui veut fuir en fait? Bah, les gens qui sont dans la merde, c'est assez logique. Et hélas, la logique économique qui est je suis dans la merde financièrement amène là j'ai pas de culture quelque part. Et c'est ça la tristesse de son propos, et que je répète est stigmatisant, donc ne me le mettez pas dans la bouche, parce que je rapporte un propos. Et en fait, finalement, on se retrouve avec des gens qui n'ont pas d'argent, qui se retrouvent ghettoisés, qui sont enfermés entre eux, et qui font fuir les Français, et qui n'ont plus les mêmes conditions de réussite sociale. On parle souvent de l'ascenseur social. J'entends beaucoup de gens qui me disent oui, mais les Italiens, les Espagnols, ils sont intégrés. Les Portugais. Euh, non mais Non, mais sauf qu'un Italien, un Espagnol, un Portugais, quand tu le vois dans la rue, c'est un blanc. Donc il n'y a déjà pas le même regard, la même méfiance de certaines personnes qui... je ne sais même pas si on peut appeler ça du racisme. C'est presque du racisme inconscient, qui vont s'agripper à leur sac à main dès qu'ils voient quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... C'est... C'est vraiment très délicat à aborder ce sujet, parce qu'en fait, je comprends que l'être humain est fondamentalement raciste. C'est assez logique, la peur de l'inconnu, bah, ce qui a fait émerger la xénophobie. Moi, je vois à Madagascar, il y a encore des villages où les gens, ils n'ont jamais vu un blanc de leur vie, quasiment, ou alors ils en voient deux dans l'année. Nous, dans ma famille, il y a des blancs, où des fois on ramène des amis. Quand ils arrivent dans la brousse, où tout le monde qui les regarde, qui sont... les enfants veulent les toucher quasiment comme si... Ouah, un blanc. Et à la fois, il y a le phénomène inverse, c'est qu'il y en a d'autres qui partent en courant, parce qu'ils ont peur de la différence. Donc c'est ça que je veux dire par l'être humain est fondamentalement raciste. Ce n'est pas de dire que c'est bien, ou que c'est normal, mais c'est de dire que c'est compréhensible. Donc, voilà, pour moi, la différence entre les différentes couleurs de peau et religions. Et d'ailleurs, je poursuis aussi par dire que la majorité des Maghrébins, les vrais, ceux qui sont Maghrébins, je veux dire, n'aiment eux-mêmes pas ceux qui sont émigrés en France, parce qu'ils trouvent qu'ils leur donnent une mauvaise image, ça leur fait une mauvaise réputation, une mauvaise pub, et eux-mêmes disent que quand ils arrivent, ils rentrent au pays, ils se comportent mal. Donc c'est pas du tout leur origine et leur religion qui les ont conditionnés à cette forme d'état d'être, mais c'est la France, la cité, la pauvreté, la violence. Donc tout ça crée comment je pourrais dire, un micmac, un loubi-boulga, enfin appelez ça comme vous voulez, une potion magique tonitruante. Donc j'avance à l'actualité. Pourquoi on parle plus de violence maintenant? On sort de confinement. Déjà, essayer de confiner 1000 jeunes hommes ou femmes de cité, c'est tout simplement pas possible. Parce que déjà que la police ne rentre pas dans certaines cités, alors si vous voulez les contrôler ou leur mettre des amendes, ça sert strictement à rien. En plus, ils ne payeront pas des amendes. Et en fait, c'est tellement logique. Bref. Et confinement. On regarde la télé, violence policière contre des manifestants, des bavures, des stigmatisations. C'est toujours la faute des étrangers, la parole qui se libère, la montée des extrêmes droites, des Zemmour qui parlent de grands remplacements. Je ne vais pas donner mon avis là-dessus, c'est pas très important d'ailleurs.
parce que je veux pas parler, moi, de remplacement, je veux parler de violence dans cette vidéo-là. Euh, je suis même frappé quand je vois des replays sur Internet, comme je vous ai dit, j'ai pas de télé, de certains débats politiques, euh, où les politiques s'insultent les uns les autres. Les journalistes agressent des politiques. Des journalistes, même je me rappelle à l'époque où Raoult était encore invité à la télé, il y avait des journalistes qui ont fait 0 année de médecine et qui défendaient bec et ongle contre un épidémiologiste de génie reconnu mondialement qu'il avait tort. Donc c'est d'une violence. En fait, j'essaie vraiment de vous montrer une globalité, c'est qu'on ne peut pas dire les jeunes sont violents ou la société est violente, sans observer que ce qu'on appelle nos élites sont d'une extrême violence. On a quand même un président qui nous dit qu'on est en guerre. On a donc des politiques qui s'insultent, des journalistes qui agressent. J'étais tombé sur un débat aussi entre Zemmour et Mélenchon. Il n'y a même plus de respect. Non, mais les gens qui se disent nos élites, en plus quand je dis élite, souvent on parle de pouvoir, des sphères de pouvoir, mais des élites sont censées aussi être des élites intellectuelles. Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'intellect en fait. C'est parti en live total. On a même des dits intellectuels. Je prends l'exemple de BHL. Qu'est-ce qu'on fait entre la Russie et l'Ukraine? On fait la guerre. Et toi, tu es là, tu te dis, mais t'es philosophe, t'es là pour philosopher. T'es pas là pour monter une guerre, je veux dire. Ces gens, ils sont fous, en fait. Donc, forcément, les jeunes, plus influençables que les adultes ou les personnes âgées, ils voient cette violence en permanence autour d'eux. On l'entend à la radio, on la voit à la télé, on la voit dans la société. La violence est omniprésente. Et si je vous parle de ça, c'est pour vous dire que c'est pas la faute des jeunes, c'est pas la faute de citer, c'est toute la société qui est devenue très violente et tendue. Et ça se comprend très très bien. Là, on nous parle de quoi? De Troisième Guerre mondiale, de bombes nucléaires. Mais le gars qui n'a pas de perspective d'avenir, il se dit, ben, je m'en fous alors, dans ce cas, je vais voler quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, en fait, l'avenir ne fait plus peur, ou on n'a plus peur d'échouer, parce qu'on peut se dire, ben, je tente le tout pour le tout. Et surtout quand on n'a pas eu de modèle éducationnel de comportement respectueux et pacifiste. Donc, pour moi, c'est vraiment très important de comprendre qu'il n'y a plus d'exemplarité dans cette société. Et je le déplore, je le condamne même. Mais les êtres humains sont violents. Et je prends d'autres exemples de télé. Des fois, je tombe sur des trucs de télé-réalité. Ils s'insultent, ils se frappent, ils se trompent, ils se... C'est... Je sais pas. Je sais pas pourquoi on vit dans cette société où on regarde des gens sans aucune éducation au lieu d'écouter des gens s'exprimer correctement. On est fasciné par la violence. Vous voyez, je vous donne un exemple. Prenez 2 vidéos, vous les mettez sur les réseaux sociaux. Une vidéo où il y a un couple qui s'embrasse et une vidéo où il y a 2 personnes qui se frappent. Mais la vidéo des gens qui s'embrassent, elle fera 1000 vues. Et la vidéo des personnes qui se battent, elle fera des millions de vues. En fait, j'ose dire, on part en live. Donc je sais qu'il y a une curiosité malsaine, on parle souvent de l'effet curiosité quand il y a un accident de voiture. Je le comprends, je le conçois, mais on est aussi plus curieux et attiré par des phénomènes négatifs. Et pour aller encore plus loin là-dedans, c'est bien pour ça qu'on est manipulé par les médias et par les élites des élites, quoi. C'est les personnes, les dirigeants mondiaux, comme on dit, mais eux, c'est du pain béni, en fait, pour tous ces gens-là. C'est que on est toujours fracturé, divisé, on se prend la tête pour rien. Les gens, ils s'insultent sur les réseaux sociaux, ils s'insultent dans la vie, on baigne dans la violence. Je vois l'éducation nationale, les profs, ils en peuvent plus.
les enfants ne les respectent pas, les parents d'élèves ne les respectent pas, les profs, les policiers n'en peuvent plus non plus. On parle de délits de fuite, de machin, de trucs. Il y a beaucoup, beaucoup de corps de métier où les gens n'en peuvent plus. Donc, bref, on a bien fait le tour. Ah non, il y a l'autre point qui m'avait d'ailleurs inspiré cette vidéo, le Stade de France. Alors, là c'est le bon point, en fait. Hein. Donc, l'histoire du Stade de France, c'est quand même un match de foot entre un club anglais et un club espagnol. Et je voulais pas réagir à chaud, pardon. C'est pour ça que je voulais laisser du temps passer, histoire que tout le monde se calme et que l'enquête se fasse. Donc, bref, on a Liverpool, Real Madrid, 15 000 Espagnols dans Paris, 60 000 Anglais. J'ai pas les chiffres exacts, hein, mais je vais aller à l'essentiel. Bon, des conditions de RATP en grève, une billetterie qui fonctionne pas, des supporters qui sont déplacés, donc ils arrivent tous devant les mêmes portes, donc c'est ingérable. Enfin bref, je vous refais pas toute l'histoire. Mais l'affaire, c'est quand même que des Anglais se sont fait tabasser, piller, voler, violenter. Il y a eu des attouchements sexuels. Et tu as 5000 plaintes d'Anglais auprès du club de Liverpool qui mène une enquête. Et certains parlent de hordes de racailles. C'est ça que j'avais écrit sur Facebook. Le témoignage que j'avais rapporté. Des gens qui disaient, nous on était 5, 10 Anglais, on ne se connaissait pas, on s'est regroupés par solidarité naturelle, hein, par instinct de survie. Quand on s'est fait attaquer, ils disaient des groupes de 60-70 personnes. Donc ça grouillait, c'était organisé. En fait, c'était pas de la spontanéité, genre 3 mecs de cité qui déboulent. Non, il y avait une organisation dans ce chaos de groupes de racailles qui entouraient donc des supporters et qui les ont... enfin, ils leur ont tout fait. La misère. Ça me fait des émotions d'en parler, parce que j'ai vu tellement de témoignages, ça m'a passionné en fait, d'entendre ce que les gens avaient vécu et ce qu'ils racontaient. Ben, certains disaient, je reviendrai jamais en France de ma vie. Mais parce qu'on se rend compte quand même que, je sais pas, là c'est un exemple de foot, mais dans beaucoup, je dirais même dans tous les pays d'Europe, aujourd'hui, vous pouvez aller faire du tourisme, vous risquez pas grand-chose. Et cette violence de la France, en plus, combien 350 millions de téléspectateurs. C'est vraiment une honte pour la France. C'est une honte totale pour la France. Mais je vois quand même un point positif là-dedans, c'est que ça fait 5 ans que les manifestants français ils se font tabasser par la police, par des CRS, par l'armée, il y a eu l'armée. Et nous, je ne sais pas si le monde entier en parlait, je sais qu'aux États-Unis, des fois, ils dénonçaient la France, mais nos médias français ne disaient pas, en tout cas, ce qui se disait parmi les médias étrangers. Je pense qu'on devait déjà être dans la honte, hein, mais on ne le savait pas. Mais là, le fait que cet exemple soit vu du monde entier, je trouve ça très bien. Parce que c'est comme si finalement les Français qui ont perdu un œil, une main ou la vie, euh, ça n'inquiétait pas. Mais par contre, quand c'est des Anglais ou des Espagnols, ça donne une proportion autre, une visibilité mondiale. Et c'est bien, je trouve, c'est bien que les étrangers voient qu'en France, non seulement on est incapable d'organiser un match de foot, on a une police violente il y avait des jets de fumigène, enfin bref, sur des innocents. Euh, c'est bien que l'étranger voit que la France, ça se passe mal comme ça, parce que peut-être qu'à un moment, on va se dire, bah, on va chercher des solutions, parce que c'est juste plus possible. Bref, donc nos solutions. Sur le premier point, je vous ai parlé de la mixité sociale. Pour moi, c'est ça qui est vraiment important, c'est d'arrêter de mettre les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres et les moyens avec les moyens. On voit que ça ne fonctionne pas et on continue de faire ça en France. Il y a des lois qui disent qu'il faut un taux de cité ou de HLM par ville, mais on n'a qu'à pas tous les mettre au même endroit. C'est tellement une question de bon sens. C'est Einstein qui disait que si on reproduit
le même comportement au même problème, ben, on aura le même résultat. Donc il y a un moment où il faut changer ça. J'aurais dû le mettre en premier, mais pour moi, l'autre solution, évidemment, c'est l'éducation. Mais bon, ça, je le passe. J'ai déjà fait une vidéo sur l'éducation avec mon beau-père, Tal Chaler. Vous pouvez la retrouver sur Facebook d'ailleurs. Euh, on parle de milliards déversés dans les cités, mais moi, je me demande où vont les milliards en termes de culture. Je sais pas, des spectacles, des activités. Euh, Est-ce qu'il y a un musée dans une cité en France? Non, mais vous vous rendez compte? Euh, vous allez me dire s'il y avait une bibliothèque, les jeunes n'y iraient pas. Ouais, mais bon, c'est aussi des sous-estimés. Les gens, c'est pas parce qu'on est en cité qu'on est con et qu'on n'aime pas lire. Il faut des endroits qui attisent la curiosité. Je parle de culture, mais sous toutes ses formes. Pas juste être condamné, comme moi je l'ai vécu, à rapper et jouer au foot en bas de son quartier. Il n'y a rien comme culture là-dedans. Enfin bref, je reviens sur l'exemplarité. Il nous faut une justice égalitaire. Sincèrement, quand on a un gouvernement où tu as des mecs qui sont, je vais tous les mettre dans le même panier, excusez-moi, parce que je connais pas chaque dossier, qui sont accusés ou jugés ou condamnés pour des détournements de fonds, pour des histoires de partis politiques, des financements occultes, de l'argent qui part à l'étranger, des vols, des viols, des attouchements, des... Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce gouvernement, quoi? Franchement, c'est un gouvernement, en fait, on dirait que tout le gouvernement devrait passer dans fait entrer l'accusé, quoi. C'est une somme de scandales l'un chasse l'autre. C'est honteux. Alors, encore une fois, je reviens sur ce mot, je suis désolé, mais c'est honteux. C'est honteux d'être représenté administrativement par des gens comme ça. Franchement, mais... Donc, que fait-on? Sincèrement, bah là, je fais un appel à ceux qui sont au sommet, je veux dire, pour régler la violence urbaine, la violence du peuple, il faudrait peut-être déjà juger la violence qu'il y a au sommet de l'État. Parce que si on se dit, donc lui, le gars, il a échangé un appartement contre des faveurs sexuelles et le mec, il est ministre, ben, forcément, n'importe quel psychopathe, il va se dire, bon, ben ça va, quoi, c'est pas si grave. C'est pas si grave hein, de taper sa femme, de violenter quelqu'un, de faire du chantage sexuel, de détourner de l'argent. T'as des maires de ville, ils ont volé je sais pas combien de millions pendant des années, et puis ils ont un petit peu mal au dos, ils sortent de prison. On a un ancien président qui avait combien 7 mises, 7 affaires sur le dos, et en plus pas des petites affaires. Hein. Franchement, on est dans un monde en fait, ça rend fou. C'est pour ça que la société est violente. C'est que les gens, ils pètent des plombs quand ils voient ça. Et moi, je le comprends très bien. Hein. Donc, j'ai parlé de l'éducation pour nous, pour nos enfants, évidemment. J'ai parlé de la mixité sociale. Je parle donc d'une certaine exemplarité vis-à-vis de nos politiciens, de nos journalistes. Je sais pas, moi, peut-être faudrait faire des règles ou des lois. Que fait les CSA, par exemple? Moi, je dirais que s'il y a deux politiques qui s'insultent, l'émission, elle s'arrête, point barre. En fait, je sais pas, mais les gens, ils peuvent parler en se respectant. On n'est pas obligé de s'insulter, quoi. C'est fou. Enfin bref, donc peut-être, je prône pas la sanction, je suis plus sur la prévention, mais malgré tout, il faut aussi une justice plus sévère. Donc, il y a plein de il faut, vous allez me dire, dans ma conclusion, mais en tout cas, je vous ai promis des solutions. Il y a des solutions à notre échelle et il y a des solutions à des échelles plus grandes. Et là, il faut que ça se passe. Et j'en termine avec l'égalité des chances. Il n'y a pas de raison que les riches ils mettent tous leurs enfants dans le privé et tous les pauvres ils sont dans le public. Et ça se dégrade et enfile le bac à tout le monde. Donc il y a la moitié des élèves, ils ne savent même pas lire ou écrire. En fait, il y a de temps.
tant et tant à changer, à transformer. Donc là, je parle de l'éducation, ça pourrait être aussi le système de santé, le système hospitalier, ça pourrait être la justice, ça pourrait être la police. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas foutu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut se faire en 5 ans, 10 ans. Il faut juste de la bonne volonté, en fait, hein. Et le dernier point que je voudrais apporter, et qui me semble extrêmement important, justement, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà vécu à l'étranger, j'ai déjà voyagé. Et en fait, j'ai toujours, donc ça c'est pas un phénomène nouveau, mais j'ai toujours été frappé qu'en France, les gens n'étaient pas patriotes. Les gens ne sont pas fiers d'être français, ils revendiquent pas, ils sortent pas les drapeaux à part pour une Coupe du Monde. Il y a ce rejet de sa propre culture, de son hymne national. Je sais pas, vous voyagez dans le monde, il y a plein de pays où le matin, les gens ils chantent l'hymne, les enfants. À l'école, ils ont des drapeaux partout. Vous allez aux États-Unis, vous allez au Portugal. Non, au Portugal, c'est un mythe en fait, hein. C'est que en Europe, enfin en France et en Suisse qui font ça. Mais en tout cas, ils sont patriotes. Il y a beaucoup de peuples qui sont très patriotes. Donc au lieu de dire, bah, là je reprends un exemple un peu raciste, des gens qui disent ouais mais les Algériens ils sortent leur drapeau tout le temps. Bah ouais mais c'est bien, c'est très bien, en fait c'est à nous de sortir nos drapeaux aussi. Je sais pas, t'aimes la France, sois fier d'être français, je vois pas le souci. Et je trouve que ça rentre dans l'éducation, on devrait vraiment apprendre à nos enfants à aimer la France. Et pour ceux qui me regardent et qui sont belges ou qui sont suisses ou qui sont québécois ou autres, donc canadiens, mais soyez fiers et transmettez cette fierté. Ça n'empêche pas d'être humaniste. Moi, je me sens profondément humaniste, mais j'aime la France, j'aime Madagascar, j'aime la Réunion, j'aime la Suisse. Donc j'aime là où je vis, en fait. Ça me semble normal de, presque j'oserais dire, d'être chauvin ou d'avoir une certaine mauvaise foi, parce qu'on porte notre pays dans notre cœur. Et on veut le mieux pour ce pays. Donc, si on n'éduque pas nos enfants à aimer leur pays, il ne faut pas s'étonner si dès que quelqu'un a les moyens, ou un cerveau, ou un diplôme, il se casse à Londres ou à New York, parce qu'en fait, il y a un tel désamour, les gens ne veulent plus aider la France. Ils veulent se casser, en fait. Donc, finalement, si toute l'élite culturelle, sociale, économique, intellectuelle, tout ce que vous voulez, se casse, ben, il reste en France que les gens qui n'aiment pas la France. Alors, et qui se laissent embobiner plus facilement, qui sont manipulés par les médias, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, je crois que je ne vais pas faire très long. Je termine juste par ça. La fierté, le nationalisme, le patriotisme, ça ne veut pas dire ne pas aimer l'autre, l'étranger. Ça veut dire aimer sa terre, son sol, son pays, vouloir le mieux pour ça, au lieu de démissionner et d'attendre que l'argent tombe et de critiquer la France tout le temps et de stigmatiser n'importe qui. Puis, je sais pas, à chaque fois j'entends ironiquement des ah bah elle est belle la France. Bah oui, elle est belle la France, elle est magnifique la France, il y a des régions magnifiques, il y a une culture, il y a de la gastronomie, je ne vais pas faire la pub de la France, vous voyez ce que je veux dire, mais on est quand même un pays qui fait rêver à la base, hein. Donc au lieu de passer du pays, c'était il y a longtemps vous allez me dire, hein, peut-être jusqu'à un siècle, où le monde entier admirait la France, on est devenu le pays qui fout la honte. Donc il y a un moment où il faut se redresser, il faut se relever, il faut être exemplaire, il faut montrer à nos enfants qu'on aime la France, quoi. On n'est pas noyé dans l'Union Européenne, dans le monde, la globalisation, la mondialisation. On peut vraiment allier pour moi l'amour du monde et de l'universalisme avec aussi l'amour national et patriote, sans que ça veut dire qu'on est forcément facho ou FN, vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, sur ce, ben, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, mon petit diagnostic et les solutions que j'apporte. N'hésitez pas à commenter si vous avez vous-même d'autres exemples à donner ou des solutions à apporter. Je n'ai même pas besoin de vous rappeler de ne pas mettre de conneries en commentaire, genre des trucs racistes ou stigmatisants, parce que je pense pas que les gens qui regardent mes vidéos soient forcément comme ça. Donc, nous sommes un et je nous aime. Ciao, ciao.